Alors, nous sommes de retour. Merci beaucoup, Samira Téné. On a bien vu qu'il est tout à fait possible pour tout le monde de faire, voilà, de plier cette serviette papier en forme d'étoile. Et je suis sûr et certain que pour son anniversaire ce matin, on pliera énormément de serviettes en forme d'étoile. Eh bien, c'est Monsieur Léonard Dombo, notre frère et ami en service du côté de Yaoundé, Canada de Yaoundé. Léonard Dombo qui a un an de plus ce matin. Eh bien, champion, joyeux anniversaire à toi. Je suis sûr et certain que la famille est très heureuse ce jour et que madame encore, elle est très souriante, les enfants aussi. Joyeux anniversaire, Léonard Dombo. Allez, on va s'intéresser à tout à fait autre chose. Il est 7 heures, on passe d'un peu plus de 49 minutes pour exporter ces marchandises sans droit de douane aux États-Unis. Le Cameroun ne comptera plus sur l'African Growth and Opportunity Act, la GOA, ou la loi sur le développement et les opportunités africaines. Et pour cause, eh bien, l'administration américaine a pris la décision d'exclure notre pays pour violation présumée des droits humains. Au-delà de l'aspect économique, quelle analyse peut-on en faire? Et notamment en parlant de la violence urbaine, eh bien, la violence dans les villes africaines a pris d'énormes proportions. Les citoyens ne se sentent plus en sécurité dans leurs propres murs, même en passant dans la rue. Quelque chose peut évidemment vous arriver. Ce week-end, on a eu une belle illustration, notamment à Newbell. On en parle dans la chronique Regard sur l'actu. Avec M. Patrick Christian d'abord. Bonjour Patrick Christian. Bonjour à toi Soflan, bonjour à Thierry Carole et bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons comme vous d'ailleurs en ce début de mois avec beaucoup de plaisir. Deux sujets pour le regard sur l'actu de ce matin. D'abord la suspension du Cameroun de l'AGOA. Au-delà de l'aspect économique, peut-on en dire, M. Patrick Christian d'abord? Oui, effectivement, au-delà de l'aspect économique que vous avez d'ailleurs détaillé de manière succincte dans l'entame de ce regard sur l'actu, il va de soi qu'on a des intérêts, des enjeux qui, pour quelques-uns, sont masqués sous ces éléments économiques. En tout cas, il faut d'abord dire de cette initiative qu'elle est conditionnée par le gouvernement américain dès le départ, par bien évidemment le respect des droits de l'homme, les évolutions démocratiques et bien d'autres critères qui ne sont pas purement économiques, parce que derrière les critères économiques, il y a même la qualité des produits que vous devez envoyer pour être aux normes américaine, de consommation américaine. Certains nous diront même que tant pis pour vous si vous n'exigez pas un certain nombre de normes pour les produits qui entrent dans votre pays ou que vous consommez. Ailleurs, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis et autres, exigent un minimum en termes de qualité et de normes à respecter pour des produits éligibles à leur marché. Donc, tout cela fait partie de ce package-là. Et ce package-là est donc un package que les États-Unis ont ouvert à un certain nombre de pays dans le monde entier, il n'y a pas que le Cameroun, pour donc essayer d'établir un couloir préférentiel d'échange entre le pays de Donald Trump et un certain nombre de pays. Alors, certains diront que ce type, et d'ailleurs c'est des experts qui le disent par nous, ce type d'accord est surtout profitable quand vous-même vous avez une assiette, une ardoise, j'allais dire un ciment économique, industriel qui vous permettent de produire non seulement en qualité, mais en quantité pour adresser ce marché par rapport à l'équilibre. Parce que, tenez-vous bien, de manière réciproque, il n'y a que dans ce type d'accord, vous ouvrez aussi les vannes à votre marché à un certain nombre de produits américains. Et dans ce registre-là, vous allez donc voir que comparé à la taille des différentes économies et des industries établies dans l'un ou l'autre pays, il va de soi que nous, par exemple, nous n'allons pas faire le poids par rapport à la capacité de production et à un certain nombre de produits qui peuvent être justement, qui peuvent frapper à notre porte à la demande des États-Unis. Donc, on peut évacuer cet aspect économique et maintenant se dire qu'on a aussi le regard et le devoir d'évaluer au bout d'un certain nombre d'années. Cette initiative, depuis 2000, a été mise sur pied par les États-Unis. Nous n'y sommes peut-être pas entrés dès 2000. Mais est-ce qu'on peut évaluer sur la décennie récente ce que cela a apporté? Parce que les intentions de départ, telles que fixées par le gouvernement américain et le partenariat contracté, c'était d'améliorer peut-être nos tissus économiques en travers une productivité et peut-être une plus-value de richesse sur le plan national. Mais du propre communiqué de l'ambassade des États-Unis rendu public le 31 octobre dernier sur cette question-là, 90% des échanges que nous avons avec eux, en tout cas ce qui part du Cameroun, tourne autour du pétrole. Allez donc savoir si cela impacte au quotidien justement la vie de nos compatriotes. Certains diront que sur d'autres aspects, mais l'idée, l'image même déjà de ce que le pétrole soit exclusivement
ce que nous pouvons envoyer nous permet de comprendre que dans la réalité de ce que nous sommes capables de faire, ce que nous produisons de manière agricole et autre, peut-être que nous n'en profitons pas ou nous sommes lésés. Sommes-nous lésés parce que nous n'avons pas su structurer notre économie pour adresser ce marché? Sommes-nous lésés parce que dès la base, nous ne pouvions pas faire le poids? Voilà autant de questions que certains experts remettent sur le plan justement de l'analyse en disant que, somme toute, est-ce que cette décision finalement peut inquiéter l'autorité gouvernante et finalement le Camerounais lambda. Et puis deuxièmement, lorsqu'on parle dans les motifs de cette intention d'exclusion, il y a la question des droits de l'homme. Tout à fait. Eh bien, cette question des droits de l'homme, tensée par les États-Unis, est quand même un peu pointé du doigt avec beaucoup d'éléments de réserve. Certains estiment que ce n'est pas bien pensé pour un pays qui lui-même n'a pas ratifié les accords autour de la CPI, la Cour pénale internationale, de pouvoir imposer aux autres. Ce n'est pas bien pensé sur des images qu'on a vues par exemple de l'assassinat de Ben Laden et très récemment du calife de l'État islamique autoproclamé. Est-ce qu'on peut s'imaginer que ce type d'action sans procès, sans autre intervention, autre type de négociation, est totalement respecter les droits de l'homme? Dès qu'on a fini de le dire, on va dire, bon, on le pointe aux États-Unis en disant que le donneur de leçons n'est peut-être pas celui qui est en droit de donner des leçons, mais on doit se regarder nous-mêmes en se disant, pourquoi est-ce que nous devons toujours attendre que de l'extérieur on nous dise un certain nombre de choses? Et c'est en cela que certains disent, nos droits, nos devoirs et peut-être notre capacité à pointer du doigt les exactions éventuelles qui existeraient dans les rangs, soit de nos forces de défense ou dans la manière de gouverner notre pays, il est bon que ce ton-là vienne de nous. Et en cela, les questions autour, soit de la souveraineté, soit justement de la dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de pays s'imposent. Mais en fin de compte, on doit se dire que dans le concert des nations à l'international, le rapport de force n'est peut-être pas le rapport où la force du plus grand, mais c'est la force du plus fort. Et dans ce registre-là, on peut bien voir que les États-Unis ont plus de facilité à imposer leur vision du monde ou leur desiderata. Tout au moins, à pouvoir, de façon sélective, pointer du doigt ce qui n'est pas à l'endroit des droits de l'homme. Et c'est en cela peut-être qu'on peut dire qu'une telle décision, au-delà de l'impact économique, a sans doute des éléments de discrédit par rapport à qui la prononce. Mais en même temps, on doit aussi évaluer en se disant que sur le plan diplomatique, c'est pas bon pour notre image de recevoir ou de vivre un revers comme celui-là. Alors qu'on sait qu'il y a des scènes atroces auxquelles nos forces de défense, notre armée sont obligées de faire face. L'assassinat de Florence Ayafor récemment démontre à suffisance qu'il y a des cas terribles sur lesquels on n'a souvent pas vu beaucoup de prononciations de la part d'un certain nombre d'autorités étrangères. Alors on nous dira, c'est l'armée qui est régalienne et c'est elle qui doit beaucoup plus respecter ces causes-là. Mais en somme, notre diplomatie pêche un peu, et surtout par sa communication, à adresser les lobbies qui permettent souvent d'arriver à ce type de décision. Notre diplomatie devrait elle aussi être présente de façon conséquente pour agresser justement ces lobbies-là qui participent par ce type de décision, même si elle n'impacte pas le quotidien de nos Camerounais, à salir un peu plus l'image de notre pays. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, M. Patrick Serdebord, depuis un bon quand même, on constate cette violence qui se défait dans les rues de Douala. On se souvient encore de cette histoire du côté de Niebel. Et aujourd'hui, on a juste une question qui me taraude l'esprit. Faut-il donc consacrer le règne à cette terreur finalement? Oui, on peut bien se demander, quand vous évoquez cette question de la violence urbaine qui atteint une cote d'alerte, je pense même qu'on a transcendé, dépassé la cote d'alerte. C'est là encore des images qui ternissent justement le regard qu'on a sur notre pays. Parce que si vous vous imaginez bien qu'en pleine zone urbaine, on n'est plus en sécurité en se disant qu'on peut se balader, on peut marcher dans une rue, dans un quartier comme Akwa, à Douala, s'il n'y a pas d'endroit sécurité paisible, on peut bien se demander où est-ce qu'on peut aller de manière tranquille. Et donc ce type d'image, ce type de scènes de violence sont inquiétantes. Et c'est cette violence urbaine qui peut nous amener à nous interroger s'il s'agit simplement de la violence urbaine. C'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le terrain des récupérations politiques, tribales et ethniques qui accompagnent ces derniers temps chaque phénomène ou chaque acte qui est posé dans l'espace public dans notre pays. Mais il faut surtout se dire que cela prend des proportions inquiétantes et que ça n'est pas la première fois. On ne va pas très éloigner ce qui s'est passé dans
les quartiers New Bell, Makea, Kanyabasi, ces jours-ci, de ce qu'il y a eu quelques semaines avant du côté de Ngodi. On ne va pas ignorer le secteur Ange Raphaël qui lui aussi avait connu sa dose justement de menaces des hors-la-loi. Et donc, on revient sur tous ces phénomènes en se disant, est-ce qu'il faut, et là on se pose la question avec vous, est-ce qu'il faut finalement consacrer le règne de la terreur? Et c'est cette question qui doit nous guider. Est-ce que nous sommes dans un environnement où des populations de certains quartiers, moi j'en ai vu dans les alentours de Ngodi où nous sommes, voir des jeunes à l'appel des aînés sortir avec des machettes, des goudins pour défendre le quartier. Alors, si on peut louer l'acte de l'intention de ne pas se laisser être agressé par des brigands venus d'ailleurs, ce qu'il faut constater, c'est que derrière cette décision de prendre des machettes, c'est que tout le monde décide de se rendre justice ou de se défendre. Et si tout le monde décide de se défendre, ou bien tout le monde en arrive à penser qu'il est le seul à pouvoir se défendre, on va questionner justement les forces de maintien de l'ordre, la sécurité qu'il y a dans nos cités. Et c'est bien difficile, il faut le reconnaître, qu'on ne pourra jamais mettre un agent de sécurité, de force de défense ou de force de maintien de l'ordre derrière chaque citoyen ou un poste de police dans chaque quartier. Ce ne sera pas possible. Mais il y a des mécanismes qui fonctionnent entre ces forces de sécurité, les chefs de quartier, les chefs de bloc et l'administration. Où en est-on avec ces différentes coexistences et ces collaborations? Pourquoi aujourd'hui a-t-on l'impression qu'il suffit d'un petit clic pour que nos quartiers, nos villes deviennent comme des no man's land, où des hors-la-loi peuvent imposer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, justement leur défiance, récupérer, parce que récupérer est peut-être très doux, obliger les passants à leur donner tout ce qu'ils ont sur eux, ça c'est simplement le règne de la terreur. Et il est important de se dire que si ce règne de la terreur franchit un autre cap, on aura du mal à revenir au règne justement de la terreur légale ou de la force légale, si on veut dire ainsi. Vous avez vu des jeunes affronter même des véhicules de sécurité. Et ça, c'est très dangereux. Maintenant, il faut aller à la source. Qu'est-ce qui nous amène dans ces phénomènes? Il faut aussi reconnaître que dans les phénomènes sécuritaires que nous vivons à la lisière d'un certain nombre de régions, et comme la région du littoral, il y a beaucoup de migrations qui ne sont pas des migrations simplement des personnes en détresse. Et il y a des migrations des personnes qui sont fondamentalement dangereuses pour la sécurité de leur environnement. Et quand ces personnes-là rencontrent d'autres déjà établis dans la ville, on peut aussi demander que nos renseignements peut-être accélèrent. Parce qu'on sait très bien que quand nos services de renseignement veulent avoir une information, ces services-là l'ont. Il est donc important d'anticiper sur ce type de phénomène parce que ça devient très inquiétant. Et lorsqu'on prend ce phénomène, on l'associe à quelques risques qu'il y a eu du côté des Bolova, on peut se demander si les forces de sécurité peuvent encore imposer pour tout le monde le respect d'un certain nombre établi. Au-delà des clivages politiques, des récupérations ethniques, on ne peut pas aussi rester de manière citoyenne à regarder un certain nombre de violences sous le fallacieux prétexte d'appartenance politique. Parce que ce qu'on doit se dire, c'est qu'en même temps, nous ne voulons pas que certains aient des actes qui dénient à la République son droit de citer. En même temps, nous ne devons pas laisser des failles, où que ce soit, que ces actes-là soient légitimés. Et donc, en ayant un regard du côté de Bolova, on peut davantage s'inquiéter pour ce qui est arrivé ici au camp Yabassi, à New Bell et à Akwa, en se disant que nous ne pouvons pas laisser le règne de la terreur. Parce que si dans la journée on n'est plus en sécurité, on s'imagine ce que ce sera dans la nuit. C'est vraiment très catastrophique ça. Voir des jeunes dans la rue, dans les réseaux sociaux, marcher le long de la rue avec des machettes en train de faire du bruit et tout ça. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ça fait énormément peur. Et moi j'ai toujours cette fois l'envie de dire qu'on dessine de plus en plus le diable au mur. Oui. Il va finir par rentrer dans la maison. Donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, M. Patrick. Je crois qu'il est plus qu'important de faire en sorte que ce dessin-là ne soit qu'une imagination et qu'on ne passe pas à l'étape de la matérialisation. Parce que ça devient très inquiétant et je peux vous rassurer que pour avoir été dans la proximité de ce qui s'est passé, d'ailleurs les images traitées dans nos éditions de JT le démontrent. Ceux qui le voient à la télé s'imaginent que c'est des scènes, je ne sais pas, peut-être, mais la violence et le caractère déterminé de ceux qui avaient des armes et des machettes et ainsi de suite, on se demande où on est.
Est-ce qu'il est normal que nous soyons en train de vivre ce genre de situation? D'ailleurs, on a vu la réunion sécurité du gouverneur. C'est peut-être pas la première fois qu'il en tient une comme ça. On se rappelle il y a quelques années du côté de New Bell où des hors-la-loi faisaient une razzia en passant devant les domiciles. Au-delà de la forme, de la menace et de la détermination verbale, il me semble qu'il est important de frapper du poing sur la table pour que justement la force reste à l'autorité, la force reste aux forces de maintien de l'ordre. Merci beaucoup Patrick Christian. D'abord, passez une excellente journée, un bon début de semaine. Mercredi, on sera de nouveau ensemble pour un autre numéro de Regard sur l'actu. Avec le même plaisir. 8h, passé les 4 minutes, chouchou. On va se rendre chez notre habilleur officiel, Stella. Bien sûr, on va toquer les portes du prêt-à-porter Stella, pas Monte Carlo.